Donc après, ça a dû vous laisser plein d'idées, de questions en tête, donc je vous invite à... Moi j'ai quelques réflexions par rapport à ce que tu présentes, je dirais, bon, avec quelques détails près, tout le monde comprend très bien qu'on va droit dans le mur, qu'on va vers l'effondrement à terme. Moi je pense à la théorie de l'effondrement, bien sûr. Bon. Concrètement, les changements devraient se faire. Or, le fameux pic du verre qui devait être atteint en 2007 et reculé de chaque année parce qu'on trouve de plus en plus de gisements pétrolifères. Total va en Afrique, en Ouganda, faire un énorme projet. Le changement climatique arrange beaucoup de gens puisque le passage du Grand Nord s'ouvre et il y a toute une perspective en face. Et en même temps, la population qui est formatée par un système, un système capitaliste, de consommation et compagnie, a beaucoup de mal à réduire, même avec beaucoup de volonté, même avec une certaine prise de conscience et une bonne volonté, peu prêt à réduire ses privilèges et à partager avec le reste du monde, parce qu'effectivement, tu as bien souligné que ceux qui sont vraiment dans la merde, comme on dit là régulièrement, c'est les pays du Sud, parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est eux les premiers qui vont être touchés, et sans parler du problème du flux de population qui va nous assaillir d'une façon incomparable avec les quelques petits problèmes d'immigration dont on parle actuellement. Voilà. Donc, si tu veux, quelque part, comment faire passer le message je sens beaucoup de désespoir dans ce que tu nous dis. Honnêtement, je peux pas contredire ce que tu viens de dire. C'est réel. Mais ce que j'ai essayé de souligner à travers cette présentation, c'est aussi que le changement peut se faire très rapidement. Spécifiquement par le fait que c'est qu'une minorité. Heureusement que c'est une minorité de la population qui est responsable de tout ça, parce que ça nous permet en fait de pouvoir changer les choses. Si c'était tout le monde entier qui était tout aussi responsable à part égale, eh ben vas-y pour changer tout un système. Alors que là en fait, il s'avère qu'on est nous-mêmes dans le système que tu dis, le système capitaliste. Donc en fait, on n'imagine pas comment En fait, on imagine plus facilement la fin du monde que la fin du capitalisme. Et c'est ça que j'essaye de secouer en faisant une présentation comme ça. C'est de se dire qu'on peut faire changer les choses, parce que la plupart des gens dans le monde... On ne devrait plus attendre un fascisme vert. Non, pas le fascisme vert. Juste... Non, c'est pas les choses. Les 90% de la population mondiale qui ne sont pas responsables d'énormément de population, de CO2, ils ne vivent pas sous un fascisme vert. Il y a des communautés soutenables qui vivent souvent en dehors des États, enfin de manière des économies de subsistance, des économies indigènes, desquelles on pourrait apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de modes de vie sont à regarder dans des autres pays qui n'ont pas encore subi toute cette industrialisation à outrance et ce capitalisme. Mais qui sont pourtant impactés. Ouais, attends, j'ai peut-être une question féminine avant de faire parler que des mecs. Quand tu disais tout à l'heure que l'effondrement climatique il nous paraît beaucoup plus probable et réaliste que l'effondrement du capitalisme, clairement quoi. Moi je vois pas quelle prise on a, nous tous citoyens, tu vois, mais ici ou ailleurs, en fait, quelle prise on a là-dessus. Parce que, enfin, l'impression que j'en ai, qui est peut-être grossie, mais tu vois, c'est que ces 10%, enfin, les personnes qui polluent le plus sont aussi les personnes qui ont plus de pouvoir, par une question de fric, quoi, le principe de capitalisme, et que le fait est qu'on est hyper démunis face à leurs agissements à eux, parce qu'on n'a pas de prise là-dessus, quoi. Et du coup, moi, je vois pas enfin, tu peux avoir peut-être des leviers politiques, mais qui, à mon avis, aujourd'hui, en tout cas, sont ultra limités, et je vois pas, en fait, moi, je sais pas sur quoi on peut bosser pour qu'effectivement, les gens qui influent le plus, influent moins. Attends, Quelqu'un a une réflexion là-dessus? Ouais. Bah, j'ai vu que sur la fiche, tu avais mis Zéro Fossile. Tu pourrais dire deux mots de ton application dans cette association? Donc, Zéro Fossile, c'est un mouvement mondial qui a pris la question du changement climatique sous l'angle des budgets carbone, en fait. Donc,
parce que cette question de budget carbone, en fait, c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler, alors que pour moi, c'est la question clé quand on essaie de faire quelque chose par rapport au changement climatique. Il faut qu'on comprenne combien de CO2 on peut quand même encore émettre. Et donc, le fait de voir ce budget carbone en comparaison avec les réserves accumulées de pétrole, de gaz et de charbon qui nous restent encore, tu parlais du pic pétrolier. En fait, le problème, c'est pas le pic pétrolier, c'est le pic climat. En fait, le fait que notre capacité atmosphérique de maintenir du carbone est plus limitée que nos réserves d'énergie fossile. Donc ça, voilà. Donc le mouvement zéro fossile militait pour un désinvestissement des investissements publics dans les énergies, dans les compagnies d'énergie fossile. Donc moi par exemple j'étais actif de façon très active dans la campagne de désinvestissement de la ville de Glasgow, qui avait un fonds de pension qui payait les retraites publiques, qui était investi à 800 millions de livres dans les énergies fossiles. Donc la campagne, c'était dans le but de leur faire désinvestir ces 800 millions de livres et de les réinvestir dans quelque chose de plus soutenable, des logements sociaux, des énergies renouvelables, d'autres choses comme ça. Donc voilà, donc ça, à un niveau individuel, en fait, on n'a pas le pouvoir de bouger des sommes d'argent comme ça. Mais donc, c'est un petit peu c'est que dans des contextes collectifs qu'on arrive à s'organiser et à faire pousser nos représentants politiques pour pouvoir prendre en main en fait la question du climat, qui est à la fois liée à la question économique. Parce qu'une des raisons de pourquoi en fait on est tellement bloqué là-dedans, c'est parce que toute notre économie est basée à quasi 100% dans l'exploitation des énergies fossiles. Rien que pour se rendre à son boulot, en fait, il faut brûler du pétrole. Donc le fait de ne pas... le fait d'arrêter de brûler du pétrole, ça demande d'arrêter son travail, en fait. Comment ? On incite les gens forcément à se déplacer. Et en France, je disais là, il n'y a aucune politique d'aménagement du territoire. Je parle de France, mais dans d'autres pays, c'est aussi pareil. Avant, il y avait des réflexions sur l'aménagement du territoire. Tant qu'on ne réfléchit pas à l'échelle d'un bassin de vie et qu'on continue à vouloir grouper et que tous ceux qui nous dirigent sont des urbains qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis et qui pondent des textes en veux-tu, en voilà, et qui se les appliquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils regroupent tout le monde dans des pôles soi-disant structurants. C'est pas structurant, c'est déstructurant. Il n'y a aucune politique au jour d'aujourd'hui en France d'aménagement du territoire, c'est le vrai déménagement. Donc tout est fait pour que les gens se déplacent, quels que soient les besoins qu'ils ont, des services, de l'industrie, du commerce. On oblige les gens à se déplacer. Et pour se déplacer, faut mettre en place des transports et ainsi de suite. Donc, nous, ça continue, on va retourner en principauté, on va vivre en autarcie. Mais franchement, quand on dit production locale, développement des circuits courts et ainsi de suite, mais rien qu'avec ça, rien qu'avec cette notion de respect de la géographie, en respectant par exemple la géographie par vallée, on peut très bien se nourrir, travailler au lieu d'obliger les gens à se déplacer. Donc quelle est la politique au jour d'aujourd'hui? Autrement que de dire faut que tout le monde aille dans les villes. Les villes, c'est quoi? C'est source de pollution, c'est source de conflits. Ces sources, toutes les misères sont groupées dans la ville. Je pense qu'encore, quand on est dans la campagne, on vit encore un peu heureux quand même. Il suffit de se rendre compte qu'on est dans un environnement naturel agréable. Dans la ville, dans le béton, comment on peut réagir autrement que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Donc, essayons. Les politiques, c'est bien eux qui font l'aménagement du territoire. Et pourquoi cette notion elle a été complètement oubliée au jour d'aujourd'hui? C'est les urbains qui nous dirigent, et je sais de quoi je cause, ils nous dirigent, et tout le monde et tous les élus
Et par exemple, il n'y a rien que la dissolution. Si le prince, là, qui décide en 15 jours de faire des élections, si tous les élus, les 36 000 communes, il y en a 36 000, il y en a 30 000 des rurales, ils auraient décidé, on n'organise pas les élections. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, réagissons. Et que les maires ruraux, dont on fait partie, là, eh ben, se révoltent et tapent du poing sur la table et disent non, on ne le fera pas. Et le préfet, le ministre, il a envoyé ses sbires pour organiser les élections. Mais non, tout le monde subit. C'est la même chose que de subir le réchauffement. Ça part de là. Tu voulais réagir? Moi, je partage complètement votre point de vue par rapport à la rentabilité. Et il faut rajouter aujourd'hui la disparition du service public qui amplifie le mouvement de déménagement du territoire qui existait déjà avant. Et ça, c'est des volontés politiques. Oui, mais les vaches, elles regardent passer les TGV maintenant. TGV, ça permet de se déplacer, mais ça permet aussi de sortir. On est sur un très beau couloir d'entraînement aérien de l'armée sur le secteur. Donc là, les chèvres regardent passer les hélicoptères. Alors moi, j'ai une version quand même un peu plus optimiste, parce que là, on va sortir le cafard. Bah, des fois, il faut peut-être être secoué dans ses tripes pour engager un changement. Bien, mais franchement, le CO2, c'est jamais qu'une molécule de carbone et 2 atomes d'oxygène. On va bien réussir, le problème, justement, nos chercheurs, on va bien réussir à trouver des solutions. Ouais, le problème justement, c'est que le CO2 c'est une molécule stable. C'est qu'en fait, c'est une molécule qui n'est plus électriquement. On n'arrive pas à la séquestrer de façon, à moins d'avoir des filtres géants. Et donc en fait, c'est ça le gros problème aussi. Et il n'y a pas de solution technique qui nous permet jusqu'à maintenant. Il y a de la recherche actuellement. Il y a de la recherche comme jamais. Il y a un projet Épinal, je ne sais pas si je dis des conneries ou quoi, sur l'écoparc d'Épinal. C'est bizarre, c'est les élections, il y a 1 milliard d'investissements dans une usine qui va capter le CO2 de Norsort pour en fabriquer une essence de synthèse, enfin un carburant de synthèse qui permet aux avions de voler. Ouais, mais donc elle va être rebrûlée et donc elle va retourner dans l'atmosphère. Non, mais est-ce qu'il y aura forcément à un moment donné il y aura bien quelqu'un qui va trouver une solution. Bah, on peut décider de mettre tous nos espoirs là-dedans, ou on peut décider d'engager un changement radical dans le temps qui nous est imparti. Enfin, le problème c'est que actuellement, comme je vous l'ai présenté, de façon consensuelle au niveau politique, on a décidé que le changement serait inévitablement technologique. On n'a pas considéré la question qu'on pourrait en fait faire des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. C'est plus ça que j'ai essayé de montrer. En fait, je peux pas vous dire qu'il n'y aura pas d'innovation technologique miraculeuse qui va nous sauver. Peut-être, et je l'espère aussi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, toutes nos politiques sont prises en partant du principe qu'on va en trouver une. Et c'est ça qui est désastreux, à mon avis. Ouais. Je voulais parler du terme de croissance ou décroissance. Bon, dans la croissance, il faut faire la croissance, mais qu'est-ce qu'on y met dedans, quoi? Souvent, on y met peut-être des voitures, des machines à laver, on prend l'avion, je ne sais pas quoi. La décroissance, on a l'impression qu'il faut revenir au Moyen-Âge, et on pourrait remettre de la croissance, mais avec d'autres notions. D'ailleurs, c'est pas nouveau, le fait de comment on calcule la croissance, une croissance, on va dire, vertueuse, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Voilà, c'est un domaine qui est aussi... C'est de la communication, ça, parce que je veux dire, si on parle des croissances, on parle de Weber, ou alors on veut retourner au Moyen-Âge, alors que la croissance, on préfère une croissance, je sais pas, verte ou vertueuse, ou je sais pas quoi. Bah, tout ça, je pense que ça vient à la question des aspirations personnelles et aspirations collectives. De quel monde est-ce qu'on rêve? Et donc c'est pour ça que je vous ai dit que, il y a quand même le mode de vie des ultra riches, des 1%, définit beaucoup quand même les aspirations, parce que il va quand même, le fait qu'il y a quelqu'un qui se balade dans le jet privé,
ben voilà, donc ça fait que la plupart des gens se disent « Ah, c'est quand même bien, ça nous rappelle des films de science-fiction ou j'en sais rien ». Et donc on a beaucoup de créations culturelles qui vont avancer, défendre un monde qui est maintenant inatteignable. Et donc il faut essayer de rechanger nos aspirations et d'aspirer vers quelque chose d'autre. Par exemple, je peux prendre l'exemple en Amérique du Sud, des communautés indigènes qui ont mis en avant le concept de buen vivir, le bien vivre en fait. Donc de dire que notre but, ça va pas être la croissance du GDP, du PNB de notre pays. On s'en fout de ce critère. Ce qui nous implique à nous, c'est le fait de bien vivre. Le fait de pouvoir avoir accès à notre lieu où on peut cultiver nous-mêmes nos propres légumes, le fait de pouvoir avoir accès à des communs de forêts amazoniennes dans lesquels on peut aller chasser ou exploiter ou trouver notre médecine. Et donc en fait tout ça, c'est des modes de vie qui sont complètement découplés d'une analyse économique. Et donc bon après, ça, moi ça me parle à moi-même, mais peut-être que ça ne vous parle pas à vous. On a chacun des aspirations individuelles qui dépendent de notre cursus, enfin de notre parcours de vie personnel. Mais donc voilà, ouais, Pauline. Moi je voulais rebondir sur deux interventions, sur l'opposition des urbains et des ruraux, parce que pour le coup je pense que c'est un débat qui cristallise et qui nous fait perdre du temps, parce que c'est pas parce qu'on est urbain qu'on ne peut pas comprendre l'autre, et surtout c'est faire s'opposer ceux qui ne sont toujours pas ceux qui décident. Enfin, c'est quand même pas les gens qui habitent en ville qui sont forcément les ultra riches, et c'est pas ceux qui sont à la campagne qui sont forcément ceux qui vivent le mieux. Il y a aussi beaucoup de précarité à la campagne. Je fais souvent le parallèle entre la banlieue et les mondes ruraux. Il y a énormément de parallèles, pas de services publics, des problèmes de mobilité, de la précarité, le transport. Donc ça, pour le coup, c'est le prisme de l'urbain versus la ruralité. Je trouve que ça cristallise des débats et qui éloigne du vrai problème qui est, ce qu'on disait tout à l'heure, sortir du capitalisme, en tout cas en être moins dépendant. Et là on revient sur les épargnes, ce que tu as fait à Glasgow. Je pense que c'est effectivement un des gros enjeux. On a tous des épargnes plus ou moins importantes et on peut faire bouger les épargnants plus grossiers, de collectivités ou autres. Tout ça, c'est ça qui alimente et qui fait fonctionner la machine en fait. Donc je pense que déjà, si on sort beaucoup de cette manne financière qui est investie, pas dans ce qu'on voudrait en fait, ça effectivement c'est un des gros axes. Je pense que si on ramène un peu tous dans la même direction, pouvoir investir dans des choses qui peuvent aller vers... alors pas une croissance verte, mais un mode de vie plus vertueux, je pense que là, effectivement, on a une vraie carte à jouer et qui est totalement atteignable. Demain, tous les épargnants enlèvent leurs épargnes de la banque, il va y avoir un gros problème chez les pétroliers et chez les autres. Alors voilà, c'est des décisions collectives et c'est très compliqué. Déjà maintenant, ça se durcifie. On a du mal de plus en plus d'enlever l'épargne de nos banques, de notre propre argent, parce qu'en fait, il est déjà utilisé pour d'autres choses. Donc je pense que c'est là où il faut être très actif en fait pour réavoir un usage économique de notre argent, et notamment ce qu'on disait, d'avoir des échanges économiques hors système bancaire. Je pense que ça c'est des vrais réseaux de pouvoir qu'on a et qui permettrait aussi d'affaiblir le pouvoir qu'on a en face, parce que je pense que là il est inatteignable en tant que tel, on est d'accord. Mais c'est l'usure. Il y a des bouquins j'ai plus le nom, mais que je le dis, sur vraiment on parle d'usure du capitalisme en fait. On ne pourra pas, il y a le grand soir, ça n'existera pas. C'est-à-dire qu'en fait il va falloir l'user petit à petit, quotidiennement, en créant d'autres façons de fonctionner. Mais pour le coup, ça passe évidemment par d'autres actions aussi collectives et politiques. Là, il y a des choses individuelles, il y a des choses politiques, pour que justement il y ait des limitations de leur pouvoir. Je prends une question là-bas. En complément de ce que tu dis, parce qu'effectivement, on se pose la question du choix qu'on peut faire par rapport à l'argent qu'on dispose. Effectivement, il y a des choses à inventer. Alors,
je voudrais aussi qu'on se souvienne qu'en France, on a quelque chose qui existe. Tu parlais de fonds de pension tout à l'heure. Quand on parle de fonds de pension, on parle de retraite, on est d'accord. En France, on a un système qui s'appelle la retraite par répartition, et pas par capitalisation. Donc, inventons des choses nouvelles, oui, mais conservons aussi des acquis, ne les oublions pas, hein, ces acquis-là. Parce que quand j'entends des jeunes dire oh, de toute façon, une retraite, on n'en aura pas, moi, ça fait 15 ans que je le dis, mais ils ont gagné leur retraite. Ils ont gagné leur retraite, si vous dites ça. Donc il faut absolument, non pas s'arrêter sur ce qu'on a, mais reconnaître ce qui existe et se dire qu'on a été capable de construire ça à la sortie de la guerre. Et qu'on a été capable de construire ça dans une crise politique majeure. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, ayons aussi ça présent à l'esprit, ce qui ne le remet pas en question, le fait effectivement de décider où on met son argent, voire de créer des monnaies locales, etc., etc. Mais on a quelque chose de fort et d'établi qui existe, dans lequel il y a pas mal de canifs depuis quelques années. Attention, vigilance là-dessus. Sinon, on perdra notre énergie à inventer autre chose, on a perdu ce qu'on a. C'est là que moi, sur la comparaison urbain et ruraux, c'est assez intéressant parce que les urbains, au final, c'est ceux qui consomment quasiment le moins de CO2 parce que du coup, ils ont des transports en commun. Souvent, ils sont tous éduqués, un peu plus riches, donc ils ont une meilleure alimentation, souvent végétarienne. Par rapport au comment. Non mais. Calme-toi. Enfin, mais t'allais trop vite, trop loin. Hein. Non mais. Et du coup, non mais c'est vrai que statistiquement, les urbains produisent moins de CO2 que les ruraux. Et en fait, c'est ça aussi l'inégalité, c'est que dans la ruralité, on n'a pas forcément le choix de faire ça. Et après, moi, là où je mettrais vraiment, où je rebondirais aussi sur ce qu'a dit M. Bellerina, c'est vrai que ceux qui font les études, en général, en fait, ils sont incompétents un peu dans ce qui est revitalisation du centre-ville, ce qui est PLU, où justement il n'y a pas suffisamment d'éducation à ces travaux-là, où en fait ils recopient juste des rapports. Enfin, moi j'ai même travaillé sur des PLU, alors que je suis complètement incompétent là-dessus. Donc on met juste des banalités affligeantes sans aucune vision. Oui, mais c'est pas une question de rural. Non, là c'est vraiment une condition de compétence, exactement. C'est ça. Il y a un truc que je n'avais pas mentionné, mais qui était présent dans l'étude de Piketty sur les inégalités en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il n'y a pas de corrélation en fait entre un niveau d'éducation élevé et un taux d'émission bas. C'est plutôt le contraire en fait. C'est plus on est éduqué, généralement le taux d'éducation est corrélé à un bon salaire. Et ce bon salaire amène à plus de consommation, et plus de consommation à plus de... Donc en gros, c'était généralement ça. Donc en fait, c'est pas une question de manque d'éducation, c'est plus une question d'aspiration, à quoi on aspire. Et c'est pareil. Du coup, je voulais aussi dire l'autre partie, c'était l'éco-anxiété. Moi, je citerai Lordon, il ne faut pas être éco-anxieux, mais un peu éco-furieux. Moi, justement, non, mais pour pas être dans la résignation, mais plus dans le mode d'action. Et c'est vrai que je vois un peu ce que tu fais dans ton village aussi, Mathieu, en tant que responsable politique, où justement tu essaies de mettre des vergers, Bernard, qui est présent dans la salle, on peut le remercier pour ça. Et du coup, en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est refaire du collectif, pour justement essayer de, comme disait Pauline aussi, recréer un imaginaire où en fait le commun sera plus important que l'individualité sur les modes d'action qui n'ont pas beaucoup d'impact. Peut-être jusqu'en relocalisant, c'est vraiment poursuivre ton idée, en relocalisant, on a aussi juste l'impression de pouvoir avoir une place dans la politique directe de son territoire, de pouvoir avoir une action, de pouvoir s'exprimer et y prendre part. Quoi. Ce qui n'est pas, à mon sens, pas vraiment le cas aujourd'hui. Complètement. Ça, je pense que c'est un point central en fait à tout changement politique, c'est la reprise de pouvoir sur des décisions qui affectent notre vie. Parce qu'en fait, un des principes aussi internes au capitalisme, c'est l'individualisation. Le fait que la seule marge de manœuvre qu'on a dans nos vies en vivant sous un capitalisme, c'est ce qu'on fait avec notre argent. Donc en fait, on va se limiter aux actions qu'on peut avoir sur notre propre... les choses qu'on possède. Après, voilà, là je fais peut-être
c'est une opinion personnelle que je vais avancer là, et peut-être que c'est débattable, mais le fait qu'il y a une telle fixation sur l'entretien de son propre jardin, par exemple, le fait de cette nécessité de tondre son jardin, je l'attribue peut-être au fait que en fait, c'est le dernier espace sur lequel on a du pouvoir, c'est chez soi. Et en fait, si on avait plus de lieux communs, le fait de reprendre du pouvoir au niveau de sa collectivité, de son quartier, et ça, en fait, on n'aurait plus ce besoin nécessaire, compulsif de gérer de manière autoritaire son propre terrain. Voilà. C'est comme la notion de service public, c'est de la richesse, elle est collective. Exactement. Alors que, je veux dire, ça, et cette notion-là, on veut enlever cette notion de service public parce que c'est ça qui est gênant dans le système, dans le fonctionnement du système. Hein, voilà. Et si jamais on maintient les services publics, c'est une richesse collective, le service. Et en plus, ça évite la marchandisation parce que c'est ça aussi le principe de notre société. D'ailleurs, en termes de vocabulaire, il faut aussi faire attention à des choses. Quand on parle de charge sociale, il s'agit de cotisation, il faut faire extrêmement attention au vocabulaire. Je pense qu'on peut se surprendre soi-même parfois à utiliser un langage qui est dans l'air du temps et qui en fait a du sens. Une cotisation sociale, c'est quelque chose de collectif. Une charge, c'est le côté, on regarde le revers de la médaille. Évidemment, pour un patron, ça pèse. Voire pour un salarié, dire si je ne connais pas une cotise, les charges sociales, je mets un salaire coach au lieu d'avoir un salaire. Mais tout ça, c'est insidieux et on parle là de l'accent sur les communs, ça me semble effectivement important, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir un imaginaire où on se pose la question de parce que bien vivre, qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre, de quoi j'ai besoin personnellement, quelles sont mes aspirations personnelles, y compris personnelles au sein d'un collectif, mais ça passe aussi par est-ce que j'ai besoin d'avoir une bagnole super convaincante pour exister, est-ce que j'ai besoin d'avoir le dernier smartphone, est-ce que j'ai besoin d'avoir un smartphone d'ailleurs, pour exister. Et ça, c'est l'ordre du récit. Cyril Dion, moi, il m'a fait prendre conscience de quelque chose que j'ai trouvé, ce gars qui a fait le film de que j'ai trouvé extrêmement important, c'est la notion de récit. Je pense que la plus belle image, c'est qu'au Moyen-Âge, on était dans un monde où on avait un récit, on a été capable de construire les cathédrales. Donc ça veut dire que tu as une collectivité. Bon, je ne dis pas que c'est pour rien, ça vous laisse un très beau patrimoine. Mais pour situer les choses, qu'est-ce qui collectivement, nous on est dans le récit du progrès technologique permanent. Et c'est sans doute ça qu'il faut réorienter. Comment y aller, je ne sais pas, mais la clé est là. Et d'ailleurs, le fait d'imaginer que les solutions soient technologiques, ça prouve bien, par rapport au technologie ce soir, ça prouve bien que le récit actuel, dans la tête de nos dirigeants, c'est uniquement le progrès de la technologie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la supprimer complètement, c'est pas ça la question. Quel est notre imaginaire collectif? Un point, je te donne la parole, Xavier, mais juste avant, un point que je trouvais intéressant, j'ai regardé le débat hier soir sur notre circonscription, et la question sur le climat était complètement focalisée sur la question du nucléaire. Donc c'est seulement la question technologique qui importe sur la question du climat. Et en fait, donc ils ont passé 5 minutes à parler du nucléaire, ils n'ont pas parlé de climat du tout. Donc c'est vraiment, comme tu dis, le technologique prend vraiment la prédominance centrale et efface tout le reste. Alors que là, j'ai pas du tout parlé de solutions technologiques. Et vous voyez qu'on peut décentrer la question environnementale en parlant d'inégalité, en parlant d'humain plutôt que de technologique. Je vais prendre ton intervention. Après, je prendrai une question et puis après, on va clore. Moi, je suis bien content d'entendre que le collectif est là. Mais moi, je suis pessimiste. Moi, c'est peut-être mon grand âge, hein, mais non seulement j'ai aucun pouvoir sur les 10% qui me donnent le plus, mais quand je vois le résultat des élections des européennes, je me dis qu'il n'y a aucun optimisme à avoir. Non seulement on n'avance pas, mais on recule. Donc, moi, toutes les idées collectives me reviennent, etc., mais
c'est peanuts par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis assez pessimiste. Ceci étant, bravo pour toutes les initiatives que vous avez. J'applaudis les deux mains, mais... Moi, je rejoins un peu son point de vue, je suis aussi très pessimiste, et j'ai pas son grand âge, concrètement. Mais même sur des questions environnementales qui se passent juste à côté, par exemple, je sais pas s'il y a une coupe rase demain juste à côté, typiquement, moi, je peux rien faire personnellement. Collectivement, on peut peut-être faire quelque chose, mais personnellement, j'ai aucun poids là-dessus, et c'est dur de l'admettre, en fait. Ouais. Alors, juste dire des choses, je sais pas, moi, à mon niveau tout seul, je pense que je suis complètement inefficace, mais parce que monsieur le maire, au niveau d'une commune, il y a des actions à mener pour qu'il y ait moins d'émissions de CO2 et qu'il n'y ait plus 40 000 camions qui traversent la vallée des Rhône. Je pense que chaque maire joue un rôle, même une goutte d'eau, ça contribue, on ne peut pas le citer, mais on essaye, j'espère, tous les maires ensemble, même les maires urbains. On contribue tous de notre côté à essayer d'améliorer les choses. C'est pas facile, et encore une fois, il faudrait que nos politiques ils suivent des cours on peut être maire du jour au lendemain sans aucune formation et faire n'importe quoi. Sur les interventions précédentes, ce qui marquait le plus, c'était le fait de dire à mon niveau, je ne sais pas ce que je peux faire. Et c'est peut-être ça le problème en fait, c'est à ton niveau. Et il ne faut pas réfléchir à un niveau individuel en fait, c'est ça. Si quelque chose est ressorti de la discussion de ce soir, c'était qu'il fallait se recollectiviser d'une certaine manière, se rapprocher de gens qui ont un peu des aspirations similaires, créer un groupe et s'engager je vais dire en politique, mais c'est pas forcément de la politique institutionnelle. Le fait de créer, d'être dans le tissu associatif de son village, par exemple, pour moi, c'est quelque chose de politique aussi. Et puis c'est comme ça qu'on recrée du commun et qu'on recrée des alternatives qui ne dépendent pas de solutions individuelles. Voilà. Tu as choisi de sortir du déni parce qu'il y a de la mobilisation environnementale dans la circonscription. On parle du climat, mais toujours dans des termes euphémisants. Ça va s'arranger, on va faire la transition, on va faire ceci. On se satisfait, comme tu l'as montré au niveau international, de rien. Sortir du mensonge, c'est pas facile, mais c'est indispensable. C'est parler, au lieu de parler de transition écologique, de dire on est dans une catastrophe écologique globale, mondiale, et comment on va faire face ensemble. Parce que c'est très dangereux, ça fait peur, mais pour le moment on est vivant. Et on peut se relier, collectiviser comme vous avez dit, faire des choses ensemble. S'autoriser à penser, s'autoriser à contester. Du coup, ne plus accepter ce que tu poses, s'il y a une coupe rase, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr que le jour où il y a une coupe rase demain, tu peux sans doute rien faire. Mais si par exemple, je vois qu'il y a M. Beverina qui est aussi au conseil communautaire, si demain, les citoyens qui sont ici disent c'est pas pensable que le conseil communautaire de la Déodacie prenne pas 2 heures pour se former globalement à cette catastrophe écologique globale, où on en est, les limites planétaires, c'est quoi? Parce qu'il y a un réchauffement climatique, il y a les 8 autres limites planétaires, dans lesquelles déjà 6 sont dépassées. Avoir au moins un minimum de base, et dire, si vous en voulez pas, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand même la vie qui est menacée. Et du coup, aussi, obtenir que j'ai compris qu'il y a un projet de territoire qui est en cours d'élaboration, dont le travail a commencé en décembre, dont la fin est prévue pour la fin de cette année. Est-ce que ce projet, dans sa phase diagnostique, qui doit déjà, si je trouve, être disponible, on emploie vraiment sur notre vraie réalité? Que les épicéas qui sont autour, dans 30 ans, il n'y en a plus un seul, et qu'on va avoir des feux de forêt un peu partout. C'est pas, et c'est vrai que c'est rude de dire ça, mais c'est pas être pessimiste, c'est juste être lucide, regarder les scénarios et se dire on va faire comment on va faire face ensemble. Ne pas attendre d'être dans la situation de la Californie ou d'autres gens, où tout d'un coup on est à Saint-Boloto, je fais quoi? De se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans les semaines, les mois qui viennent pour franchir des étapes concrètes, de ne pas être dans la théorie, mais ok, le projet de territoire, on va dans le public, on peut aller dans le public du conseil communautaire.
Et on peut demander, vous avez payé un cabinet pour faire un début d'étude, dans quelle étape on en est? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que cette étude va dire la vérité aux déodaciens? Ou est-ce qu'on va encore habiller, comme tu disais Valentin, avec des petits schémas et des petits mots sympas, rien du tout, quoi. Et ça ne change pas. Je pense à un type comme Arthur Keller, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un ingénieur. Moi, j'ai commencé, grâce à une amie, à entendre parler de ces vidéos en 2017. À l'époque, c'était un tout petit producteur, c'était une série qui s'appelait Next. Aujourd'hui, ce type-là, on l'invite à faire des conférences devant les élèves des écoles d'ingénieurs. Son discours est devenu presque standard. Or, en fait, ce qu'il explique, c'est que l'effondrement est inévitable. Et que la question, c'est de savoir comment on se prépare, comment on fait face ensemble, comment on cultive la solidarité entre nous. Donc, autant il y a quelques années, on pouvait accepter que les gens, on a été vaccinés par tout le délit organisé par les compagnies pétrolières, mais aujourd'hui, on est plutôt dans une période plus favorable. Aujourd'hui, même des gens d'écoles de commerce suivent un module en 3 fois 2 heures qui s'appelle The Week, qui a été fait par des gens qui avaient travaillé chez McKinsey, qui avaient fait de la publicité, et qui en même temps font en 3 fois 2 heures un truc qui est le plus percutant que j'ai vu au niveau de l'exposé des données de base. Donc, autrement dit, c'est difficile aujourd'hui de dire le contraire du réel. Simplement, c'est qu'il faut politiquement dire, c'est de ça dont il faut parler maintenant. Arrêtons de nous taire, il faut trouver la manière de le situer et sortir d'un mouvement, d'un risque environnementaliste où on parle un petit peu d'environnement, mais surtout pas de politique. Ou politique au sens de dire comment ça s'inscrit, où est-ce que ça change, où est-ce que ça se met dans un plan, où est-ce que ça se met dans le réel. Dans la réalité. Ouais. En tout cas, merci à tous d'être venus et ça fait plaisir de ne pas avoir juste été droit.